Ça fait 18 mois que nous avons commencé. J'ai ressenti dans cette salle une certaine impatience. Et je la partage et je me soigne. Car sur le sujet qui nous occupe, nous avons tenu, et je voudrais rendre hommage spécialement à Ludovine, à Albéric, à tous les porte-paroles, nous avons tenu sans rien lâcher sur le fond et sans nous laisser emporter sur le ton. Le résultat, c'est le 3 février, nous avons été témoins, le gouvernement, qui ne l'avait pas prévu, a plié. Et je pense que ça nous incite tous, bien sûr, à nous engager ici ou là, dès maintenant, y compris en politique, mais ça nous incite à durer, car nous sommes en train, chers amis, d'opérer une mutation culturelle. Et cette mutation culturelle prendra du temps, elle prendra tout le temps qu'on y mettra, car il s'agit de revenir au réel. Et je suis là dans le sujet de l'altérité sexuelle. En effet, pourquoi nous sommes-nous levés contre cette loi ? Parce que simplement, il s'agissait d'un mensonge anthropologique. Et ce mensonge anthropologique est devenu un mensonge d'État, parce que la loi a été votée, en tout cas à minima, avec malheureusement l'adoption plénière, qui inflige à certains enfants d'ores et déjà de se voir attribuer de papa ou de maman. Ce mensonge d'État, c'est un mensonge idéologique et il contredit fondamentalement cette question majeure de l'altérité sexuelle. D'une certaine manière, nous nous sommes levés pour dire que nous voulions aimer, chérir, protéger, transmettre l'altérité sexuelle au cœur de l'engendrement. Et chers amis, au fond, cette famille, ce n'est rien d'autre qu'un écosystème de base. L'écosystème de base, on a entendu avec des arguments scientifiques précis, dans lequel nous sommes tous nés, au moins sur le plan biologique, tous nés d'un homme et d'une femme. Je ne vous ferai pas un cours de SVT basique, mais c'est vraiment essentiel de redire, avec Sylviane Agacinski par exemple, que la dissymétrie des corps sexués nous a, chacun d'entre nous, procréé. La dissymétrie des corps sexués. On n'y est pour rien, c'est la réalité de la nature qui s'articule, bien sûr, puisque nous sommes des homo sapiens, à la culture. L'être humain, qu'il naît homme ou femme, l'humanité est faite d'hommes et de femmes, je cite dans le texte Lionel Jospin, et non pas, dit-il, d'homosexuels et d'hétérosexuels, qui sont d'une autre réalité, eh bien, nous sommes tous inachevés. Et c'est ça l'altérité sexuelle. Je ne peux pas prétendre incarner à moi-même l'humanité. J'ai besoin d'une femme pour être prolongée par une filiation, une descendance, même si c'est douloureux, difficile, une dure limite qui parfois génère des souffrances parce qu'il y a de réels désirs d'engendrement. Il y a deux manières de voir cette réalité, que nous sommes inachevés, les femmes sans les hommes et réciproquement. Une manière est de la contester, de voir que c'est une dure limite à casser, à dépasser grâce à la technologie, grâce aux lois, grâce aux idéologies, au fond, c'est vrai. Et ça aboutit à des choses qui font frémir, je dois le dire. J'ai déjà parlé, peut-être vous l'avez-vous entendu, de cette personne qui a accouché à Berlin, en tant qu'homme, selon l'état civil allemand, d'un enfant dont on a dit que c'était le premier enfant accouché par son père. C'est une personne qui vivait la transsexualité, donc qui avait eu un certain nombre d'interventions, en tout cas hormonales, mais par contre qui avait gardé un utérus fonctionnel. Et voilà qu'on nous prétend, confusion des genres, qu'un enfant est né de son père. Voilà jusqu'où peut aller la confusion des genres dont certains font la promotion, derrière des souffrances bien sûr indéniables et fortes, mais qui ont comme conséquence que cet enfant est né sans qu'on lui attribue un sexe, car sa mère ou son père, la personne qui l'a accouché en tout cas, a pensé qu'il aurait à choisir ultérieurement. Soit, effectivement, on va dans ce type de transgression, soit nous consentons à cette interdépendance. Et peut-être même, pourquoi pas, nous en émerveiller. Pourquoi pas reconnaître, ça a été exprimé déjà, des rôles distincts complémentaires au père et aux mères, rôles distincts et complémentaires que des dizaines d'années de sciences sociales n'ont cessé de confirmer. Alors, comment rendre compte que je suis un homme ou que telle ou telle personne est une femme et que l'altérité sexuelle est une richesse? C'est assez difficile parce que c'était une évidence d'une certaine manière, au point même qu'il est légitime de débusquer des stéréotypes
à éradiquer pour effectivement ne pas mélanger les éléments qui sont de l'ordre de l'intrusion d'oukase culturelle de ceux qui relèvent vraiment de l'identité profonde. Et je crois que c'est une des grandes chances de notre mouvement que de nous interroger sur la réalité de l'humanité, hommes et femmes. Alors, il est plus facile de démontrer par l'absurde où aboutit, je viens de le faire avec un exemple, mais je vais le faire avec d'autres arguments, où aboutit l'indifférenciation. L'indifférenciation, eh bien, par l'absurde, on voit que quand l'altérité sexuelle manque, eh bien, on souffre. Dans les services d'aide aux familles en difficulté que j'anime avec Alliance Vita, et on voit que les deux grandes souffrances, les deux grands maux MAUX des familles, c'est l'errance des pères et la solitude des mères. L'errance des pères qui sont satellisés, je jette la pierre à personne, mais qui manquent et qui manquent aux enfants, et la solitude des mères qui souvent portent tout. Et on voit que cette absence d'altérité est une source de grande souffrance pour les familles. Deuxièmement, lorsqu'on tente d'affirmer comme équivalentes des situations qui ne le sont pas, eh bien, au fond, on tire vers le bas toute la société. Certes, les familles où manque cette altérité, père, mère, et si possible, on l'a dit, père biologique, mère biologique, sont des familles qui ont besoin de soutien. C'est des situations moins favorables pour l'enfant, il a besoin d'être soutenu. Mais lorsque ces situations peuvent exister, eh bien, c'est mieux pour l'enfant, et donc ces situations favorables où père et mère élèvent ensemble leur enfant dans l'amour, eh bien, elles méritent d'être encouragées. Troisièmement, lorsqu'on nie l'altérité homme-femme dans l'éducation et dans l'engendrement, on n'aboutit pas seulement à nier le mariage homme-femme, entre guillemets enfant, mais on nie le deux. Pourquoi deux ? Pourquoi deux? Exemple type, la gestation pour autrui. Si on cautionne la gestation pour autrui pour deux hommes, il y aura bien une femme, il y aura bien une mère biologique, et on aboutit à 4 déjà. On est déjà sur 4 parents. Et on le voit avec les sites de coparentalité. Derrière le projet de la loi Taubira, ce n'est pas seulement la famille homme-femme, c'est l'aboutissement. L'aboutissement, c'est d'imposer à l'enfant des adultes qui, faisant intrusion dans leur vie, vont se prétendre parents de l'enfant 2, 4, 6 et pourquoi pas davantage. Voilà une autre absurdité. Et enfin, en marge d'un débat que j'ai eu avec Françoise Milewski, qui était responsable du gender à Sciences Po, je discutais avec elle et je voyais qu'au fond, ce qui était le dogme présupposé, il y avait 2 dogmes qu'elle m'a affirmés très fermement, et je peux en parler en ce jour de Journée de la Femme. Son féminisme, ultra-féminisme, affirmait que seule l'oppression provient des hommes sur les femmes, et qu'il n'existe aucune oppression d'hommes sur les femmes. Et moi, je peux vous dire que j'ai observé dans certains cas des oppressions masculines, féminines sur les hommes. Ça existe, certains d'entre vous peuvent peut-être en témoigner. Et deuxièmement, je ne veux pas ouvrir un débat, hein. Et deuxièmement, la condition sine qua non pour aboutir à cette interchangeabilité homme-femme, c'est la dévalorisation profonde de la maternité. Et c'est, je crois, un des points les plus essentiels sur lesquels je voudrais finir. Je ne sais pas si j'enfonce une porte ouverte, mais ce qui est le plus spécifique de notre histoire, c'est que nous avons tous, hommes ou femmes, séjourné longuement dans le corps d'une femme. Et cette réalité-là, c'est à l'origine, bien sûr, de cette altérité de nos histoires personnelles, et elle a une signification extrêmement profonde dans notre construction psychique et personnelle, de la fusion mère-enfant du tout début, la présence du père qui, on l'a dit, ouvre sur l'extérieur, etc. Donc contester cette réalité est délétère, mais plutôt que de simplement le dire, peut-être qu'on peut s'émerveiller justement de cette réalité spécifique à la maternité. Certains veulent effacer le vocabulaire classe maternelle, langue maternelle, pourquoi pas les maternelles. Vous avez entendu, il y a des propositions pour effacer ces mots. Est-ce que nous ne pourrions pas, au contraire, en ce jour spécialement, nous rendre compte de manière émerveillée de la spécificité de la maternité, spécificité psychique, pas seulement physiologique, spécificité sociale, culturelle, politique et pourquoi pas spirituelle. Comment l'exprimer? Si nous ne le reconnaissons pas, nous allons vers cette humanité unisexe qu'annonce Jacques Attali en nous mettant en garde, une tribune de Slett du mois de janvier 2013, où il dit que si nous laissons faire, nous allons aller jusqu'à la matrice artificielle, l'utérus artificiel, dixit Jacques Attali. Et effectivement, on se rend compte que je pense que c'est une évidence pour beaucoup ici, pour le moment en tout cas, que jouer avec cette réalité de la relation mère-enfant dans la maternité, c'est une sorte de feu nucléaire, c'est se faire l'apprenti sorcier par rapport aux êtres humains.
Alors plutôt que d'entretenir le fantasme d'une indifférenciation, moi je me rends compte dans le service d'aide aux familles en difficulté combien nous passons de temps à aider les femmes et les hommes à se comprendre dans leurs distinctions psychiques qui sont absolument magnifiques et tellement profondes qu'on a du mal à se comprendre entre hommes et femmes. Et c'est peut-être ça qui est tout un travail aussi d'aide aux familles en difficulté pour éviter des malentendus et des ruptures. Pour terminer, pour conclure, je vous citerai, ou parlerai plutôt d'une femme, Gertrude von Lefort, qui a beaucoup médité dans son livre « La femme éternelle », la spécificité des femmes. Alors, je ne vais pas vous faire une synthèse de son livre, mais elle exprime à quel point, au fond, deux types de générosité s'expriment de manière assez différente. La femme, dit-elle, qui est inscrite dans le temps et qui souvent s'efface pour perpétuer la culture, bien sûr, pour donner la vie et la transmettre, au risque parfois de devenir, entre guillemets, sacrificiel, au risque de s'oublier totalement. Et l'homme qui, lui, dit-elle, dans l'instant présent, se consume dans sa mission, se perd parfois dans sa mission, au risque d'ailleurs d'un égoïsme assez forcené, ce qui me pousse à finalement honorer ici. Et je sais que ça hérisse le poil de certaines ultra-féministes, je me reconnais dans un féminisme différent, eh bien, au risque de reconnaître qu'il y a une générosité féminine, maternelle, particulière, dont nous sommes tous heureux de vivre. Et je ne résiste pas à rajouter un tout petit point, et l'enfant dans tout ça. J'ai fait ce qu'on appelle des groupes Cali, c'est-à-dire j'ai assisté à des débats où des jeunes parlaient de tous des sujets qui nous occupent depuis 18 mois. Et j'ai été absolument stupéfait de voir à quel point, dans toutes sortes de configurations familiales, de parents unis ou séparés, des histoires toujours douloureuses comme on en connaît tous les jeunes avaient des mots très spécifiques et très spécifiquement différents pour décrire leur mère ou la maternité, ou leur père, connu ou pas d'ailleurs, et la paternité, des sémantiques totalement différentes qui montraient que quand on retourne au simple bon sens, on voit à quel point notre humanité, effectivement, est faite d'hommes et de femmes, complémentaires et heureux de l'être. Merci.